Et maintenant, nous allons commencer par passer la parole à Monsieur Michel Voll, spécialiste du système d'information, diplômé de Polytech. Il a écrit plusieurs ouvrages, je cite parmi elles Histoire de la statistique industrielle, l'analyse des données, le métier de statisticien, E-économie, de l'informatique, la prédation et procédure, le Parador et récemment un livre collectif intitulé Élucider l'intelligence artificielle, sujet de son intervention aujourd'hui. Monsieur Voll, la parole est à vous. Eh bien, bonjour à tous et merci pour votre chaleureuse invitation. C'est le professeur Dabounou qui m'a demandé de venir vous parler, son idée étant que je puisse vous présenter de façon utile les travaux de l'Institut de l'économie que j'ai l'honneur de présider et qui ont été condensés dans le petit livre intitulé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Élucider l'intelligence artificielle. Nous avons essayé de tirer au clair le nuage de connotations et d'allusions qui se trouvent autour de cette expression intelligence artificielle. J'ai l'impression que l'image ne passe pas là. Faut-il que je fasse une manœuvre? Voilà, je mets la vidéo peut-être. Non, l'animateur l'a désactivé, donc je n'y peux rien. Ah, voilà, je vais démarrer la vidéo. OK, toc. Parfait. Voilà, c'est bon. Parfait. Donc, vous devez me voir, je suppose. C'est voilà, parfait, Michel. Voilà, alors voilà le petit bouquin intitulé Élucider l'intelligence artificielle que Jalouad Dabounou a lu et il a pensé qu'il serait utile que je vous en parle aujourd'hui. Alors, un premier souci, c'est cette expression intelligence artificielle. Elle a été créée par John McCarthy en 1956 parce qu'il voulait se démarquer de Norbert Wiener et de sa cybernétique. Et cette expression, comme par miracle, a provoqué un flux de budget et de crédit parce que l'armée a cru pouvoir y trouver une ressource. Il voulait traduire automatiquement des textes du russe en américain pour des raisons évidentes. Et c'est ça qui a fait le premier démarrage de l'intelligence artificielle. Ça s'appuyait sur les idées énoncées par Turing dans son article de 1951, dans lequel il a énoncé ce fameux test de Turing qui est censé dire si oui ou non un ordinateur peut être aussi intelligent qu'un être humain. Simplement, Turing était peut-être plus malin que ça. Dans la dernière phrase de son tout dernier article, peu de temps avant que malheureusement il se suicide, comme vous le savez, Turing a dit que la raison ne vaut pas grand-chose si elle ne s'appuie pas sur le bon sens. Et je crois qu'avec cette simple phrase, il a signalé un des points les plus importants de la réflexion sur l'intelligence artificielle. Cette expression inventée par John McCarthy a suscité nombre de chimères, il faut le dire. Vous savez, une chimère, c'est un animal que l'on peut dessiner, comme on peut dessiner Pégase, le cheval qui a des ailes. C'est un être que l'imagination peut évoquer, mais qui n'a pas d'existence réelle et qui ne peut même pas en avoir. Un cheval qui a des ailes, c'est non seulement une impossibilité biologique, mais c'est une impossibilité mécanique, parce que pour faire voler un cheval, il faudrait des ailes immenses. Donc, cette expression intelligence artificielle a suscité dans les imaginations et dans les films et dans la littérature des évocations qui n'ont rien à voir avec ce qui est possible. Vous savez, il y a dans la pensée, il faut distinguer soigneusement ce qui est réel, ce qui existe en dehors de nous, qui est en somme debout devant nous, comme le dit l'étymologie, et puis ce qui est possible, mais qui n'existe pas, mais qui pourrait exister, et ce qui est purement imaginaire. Un des phénomènes sociologiques de notre époque, c'est que parfois il y a une confusion entre ces trois niveaux de l'être. Certaines personnes pensent que si elles imaginent quelque chose, eh bien cette chose est possible, et que si elle est possible, eh bien au fond c'est comme si elle existait déjà. Eh bien non, les choses sont
plus rigoureuse que ça. Il y a le réel, ce qui existe et dont notre pensée doit rendre compte. Il y a ce qui est possible, bon, et puis il y a ce qui est imaginaire et qui doit rester enfermé dans notre boîte crânienne dont il ne peut pas sortir. Donc, le vocabulaire avec intelligence artificielle, il s'est accompagné d'autres expressions qui ont évoqué des images, par exemple apprentissage profond, hein, qui a donné à penser que l'ordinateur pouvait simuler la profondeur de l'esprit humain, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'un réseau neuronal à plusieurs couches. Hein, et l'expression d'ailleurs réseau neuronal elle-même, l'expression neurone, a fait penser qu'il y avait dans l'ordinateur quelque chose d'équivalent aux neurones qui se trouvent dans notre cerveau, hein, alors qu'un neurone dans un réseau neuronal, c'est un petit programme informatique qui fait des calculs, ni plus ni moins. Évidemment, c'est fort intelligent, c'est très astucieux, et ça fait des choses extraordinaires mais limitées. Le fait est que l'intelligence artificielle a battu le champion du monde aux échecs, elle a battu le champion du monde au jeu de Go, mais l'ordinateur qui a fait ça ne savait faire qu'une seule chose. Il ne savait que jouer aux échecs, il ne savait que jouer au jeu de Go, et si on l'avait mis en face d'autre chose, eh bien, il aurait été incapable de... Pardon. Voilà, donc par rapport à la souplesse et à l'adaptabilité du cerveau du chasseur-cueilleur que nous avons hérité de nos ancêtres à travers les générations, l'ordinateur ne peut rien faire. Comment dirais-je, c'est Gérard Berry, voilà, Gérard Berry qui est professeur au Collège de France, professeur d'informatique au Collège de France, qui dit il n'y a pas de chose plus différente au monde qu'un cerveau humain et un ordinateur. Hein. Un cerveau humain, il est capable d'avoir des intuitions, il est capable de se débrouiller devant des imprévus, il est capable d'interpréter l'arrivée dans sa perception d'êtres qu'il n'avait jamais vu auparavant. Bon, se débrouiller bien ou mal, on se dit entre nous, mais se débrouiller quand même, tandis que l'ordinateur, lui, non. Par contre, il est extrêmement rapide, il est extrêmement puissant, et c'est ça qui a donné l'impression de l'intelligence et qui lui permet ces performances si extraordinaires. Vous savez que le pilote automatique d'un avion de ligne maintient cet avion dans la position déséquilibrée et qui peut permettre d'économiser le carburant, qui est optimal de ce point de vue. Eh bien, pour faire la même chose, il faudrait qu'un pilote fasse quelque chose d'aussi difficile que de tenir une assiette en équilibre sur la pointe d'une épingle. Ça peut tenir peut-être quelques secondes, mais un être humain ne pourrait pas faire ça indéfiniment. L'ordinateur le fait. L'ordinateur le fait parce qu'il réagit extrêmement vite et il apporte donc un complément à l'action du pilote, il apporte un complément à l'action humaine du pilote extrêmement précieux. Alors voilà le secret de l'intelligence artificielle. Voilà d'ailleurs qui est le même que le secret de l'informatique, parce qu'au fond, l'intelligence artificielle, son essence, c'est l'informatique. Bon. Le secret de l'informatique, c'est d'apporter à l'être humain, au cerveau de l'être humain, le complément d'un automate qui réalise des calculs d'une façon extrêmement rapide et qui a une mémoire parfaitement fidèle. Nous, notre mémoire, elle est capricieuse, elle est infidèle, elle n'obéit pas aussi bien qu'on le voudrait. Pour calculer, nous sommes lents, hein. Même quand nous équipons d'un papier, d'un crayon, nous ne sommes pas très efficaces. L'ordinateur, de ce point de vue-là, nous dépasse infiniment. Et donc, ce que fait apparaître l'informatique, ce que fait apparaître l'intelligence artificielle dans le monde, c'est un être nouveau qui résulte de la symbiose, de la coopération intime et organique entre l'ordinateur et la puissance de son processeur et la fidélité de ses mémoires, et le cerveau humain avec son aptitude à comprendre les situations, à comprendre ce que veut dire quelqu'un quand il parle, à traiter les imprévus, à réagir en fait et à agir devant des situations complexes.
Le couple que forme notre cerveau et l'ordinateur fait surgir dans la société et dans la nature un être nouveau qui n'a jamais existé auparavant et qu'à l'Institut de l'économie, nous appelons le cerveau d'œuvre. Et cet être nouveau, cette personne que l'on voit dans les entreprises d'ailleurs, vous vous promenez dans les couloirs d'une entreprise, qu'est-ce que vous voyez? Les gens sont assis devant leur ordinateur, ils travaillent avec leur ordinateur. Bon, ils font fonctionner leur cerveau pour traiter les documents qu'ils reçoivent à travers le processus de l'entreprise, prendre des décisions, donner des expertises, agir. Eh bien, ce cerveau d'œuvre, c'est lui qui remplace désormais dans les entreprises la main-d'œuvre d'autrefois. Et vous voyez la différence extraordinaire et énorme. La main-d'œuvre d'autrefois, qui travaillait en appendice de la machine, en fait. On ne lui demandait pas d'être intelligente. On lui demandait de répéter le même geste, de l'apprendre d'abord, bien sûr, et ensuite de le répéter d'une façon fidèle, comme Charlot dans les temps modernes, si vous voulez, pour contribuer à la production industrielle. Le cerveau d'œuvre, on lui demande au contraire de prendre des décisions, d'évaluer des situations, de comprendre ce qui se passe et d'agir en conséquence. Les tâches répétitives que faisait la main-d'œuvre auparavant, elles ont vocation à être informatisées. Tout ce qui est répétitif a vocation à être informatisé. Reste pour l'être humain ce qui n'est pas répétitif. C'est-à-dire concevoir de nouveaux produits, programmer l'automate, évidemment, il lui faut un programme pour fonctionner, comprendre ce que dit un client qui ne s'exprime pas dans le langage de l'entreprise. Le client, il s'exprime dans sa langue à lui, qui n'est pas forcément la langue de la technique. Il faut comprendre ce que veut dire le client pour pouvoir le traduire à l'entreprise et faire en sorte que l'entreprise lui réponde. Le travail de l'être humain s'empare de tout ce qui n'est pas répétitif, de tout ce qui demande initiative, décision, compréhension, intelligence, discernement, et qui vient compléter la puissance informatique qui, elle, se déchaîne dans tout ce qui est répétitif. Alors, quand on regarde ce qui se passe dans nos entreprises, quand on regarde la situation présente, on voit que cette émergence du cerveau d'œuvre n'est pas toujours comprise. Beaucoup des tâches qui sont répétitives ne sont pas automatisées. Et par contre, la tentation des directions générales, c'est souvent de programmer l'être humain comme s'il était un ordinateur. Là, il y a un phénomène culturel assez inquiétant d'ailleurs. Vous savez que au XXe siècle, enfin dans la première moitié du XXe siècle, les bolcheviks et les nazis aussi d'ailleurs ont ambitionné de faire naître un homme nouveau, comme ils disaient. Et alors cet homme nouveau, il devait être comme une machine. C'était la machine qui servait d'idéal humain, qui servait d'exemple au comportement et à l'attitude de l'être humain. Et on demandait à cet homme nouveau d'être efficace, productif, imperturbable et sans aucune compassion, sans aucun sentiment humain finalement. Il fallait qu'il fonctionne comme une machine. Il y a des traces de cet idéal machinique, de cet idéal, si je peux dire, de cet idéal machinique dans nos films d'aujourd'hui. Dans les films d'aujourd'hui, la vedette, c'est souvent le tueur à gages, dont on admire la froide efficacité. Il n'a aucun sentiment, il accomplit sa mission, c'est tout. Ou bien le tueur en série, qui est un psychopathe, qui est comme une machine qui obéit à ses instincts. Voilà. Cette idéalisation de la machine, le fait qu'elle a été proposée comme exemple de comportement aux êtres humains, ça a caractérisé une bonne part de la philosophie et des valeurs du XXe siècle. Eh bien, aujourd'hui, nous avons quelque chose d'un peu analogue. On propose aux salariés, aux agents de l'entreprise, de se comporter comme un ordinateur, d'appliquer les règles mécaniquement, sans réfléchir,
l'ordinateur servant finalement d'idéal, d'exemple de comportement proposé aux êtres humains. Évidemment, il y a là-dedans quelque chose de monstrueux et peut-être vous pensez que j'exagère. Eh bien, regardez comment ça se passe quand même. Lorsque vous allez, par exemple, je vais à la gare, bon, et j'ai en face de moi un agent de la SNCF derrière son guichet. Eh bien, cet agent de la SNCF, son comportement est dicté par son ordinateur. Il y a des heures d'ouverture du guichet, c'est un peu absurde d'ailleurs puisqu'il est là, mais le guichet est fermé. Enfin bon, la réglementation de la SNCF a une logique qui m'échappe, mais il est là, mais son ordinateur lui interdit d'imprimer des billets parce qu'à l'heure dite où il faut arrêter de servir des clients, ben, l'ordinateur est débranché. Voilà. Donc cet homme qui pourrait avoir avec le client des rapports d'initiative, de discernement, de compréhension, etc., il est mécanisé par un ordinateur qui lui interdit de faire son travail parce qu'il faut appliquer le règlement, éventuellement stupide en l'occurrence, hein, qui a été promulgué par la direction générale. Le fait que les entreprises ont aussi une autre tentation qui est de tenir le client à bout de bras. Hein, on ne veut pas le connaître. Beaucoup d'entreprises sous-traitent la relation avec le client. Vous en savez quelque chose au Maroc avec la sous-traitance de l'accueil téléphonique, n'est-ce pas? Ça fait pour le Maroc un commerce intéressant, mais c'est quand même une anomalie, non? Vous ne croyez pas que la relation orale avec le client, qui est une relation humaine et qui apporte à l'entreprise énormément d'informations, ça pose quand même un problème de sous-traiter cette relation et de la tenir à distance de l'entreprise. Il y a d'autres exemples encore. Les entreprises sous-traitent la maintenance des installations des clients. Vous voyez arriver un technicien chez vous, mais il n'est pas de l'entreprise qui vous a fourni l'ordinateur ou le téléphone. Non, c'est un sous-traitant. L'entreprise ne veut pas communiquer avec le client. Et cette tournure d'esprit qui consiste à la fois à considérer les agents comme des ordinateurs finalement que l'on programme et dont on ne cherche absolument pas à mobiliser l'intelligence, à mobiliser la capacité d'initiative. Cette tournure d'esprit aussi qui consiste à dire les clients, on ne rentre pas en relation avec eux, on les tient à distance parce que finalement, on estime que ça n'est pas intéressant. Ça, c'est complètement au rebours de ce que devrait apporter une informatisation intelligente, au rebours de ce que devrait apporter le développement du cerveau d'œuvre. Alors en fait, derrière cette histoire d'intelligence artificielle, nous avons une menace. La menace n'est pas celle qu'ont évoqué Elon Musk, Bill Gates et d'autres, qui est la singularité de Kurzweil. Vous savez, ce jour où les ordinateurs deviendraient tellement intelligents, tellement plus intelligents que les êtres humains, qu'il n'y aurait plus qu'une solution, ce serait de leur confier le gouvernement, puisqu'ils seraient capables de prendre les meilleures décisions. Cette menace-là, elle est fantasmatique. C'est affirmer la réalité d'une chimère, hein, comme je vous disais tout à l'heure. C'est l'équivalent d'affirmer l'existence des licornes et des chevaux avec des ailes. De mon point de vue, et je ne suis pas le seul à le penser, parce que finalement, beaucoup des experts de l'intelligence artificielle le pensent aussi, ça ne se réalisera jamais. Par contre, la vraie crainte que l'on peut avoir, c'est celle qui se manifeste d'ores et déjà dans les entreprises, celle du refus de la symbiose du cerveau humain et de l'ordinateur, celle du refus du développement du cerveau d'œuvre, celle du refus, finalement, au fond, celle du refus de l'informatisation. On fait de l'informatique un usage tellement erroné, tellement violent, finalement, que ça n'est pas véritablement de l'informatisation. Alors ça va loin, parce qu'une fois que vous avez décidé que l'être humain n'apporte rien
avec son discernement, avec son jugement, avec sa capacité d'initiative devant l'imprévu, et qu'il faut tout programmer à l'avance, y compris le comportement des êtres humains, dans le détail, hein, un peu comme l'armée prussienne du XVIIIe siècle, hein, qui mécanisait les soldats, hein, de sorte qu'on puisse leur commander de charger, d'avancer, de tourner à droite, de tourner à gauche, tout ça avec des signaux. Ils n'avaient pas à réfléchir, ils n'avaient qu'à obéir. Voilà. Le malheur, c'est qu'à Valmy, ils se sont fait battre par une armée improvisée d'artisans, hein, et d'ouvriers qui leur a flanqué la pile, quoi. Donc, cette représentation des choses dans laquelle on nie la capacité d'initiative et de jugement de l'être humain et on veut le programmer comme un ordinateur, ça, c'est le véritable danger de cette informatisation mal conçue et de cette intelligence artificielle dévoyée. Il faut faire attention parce que c'est en fait un projet politique, hein. À partir du moment où on gère de la sorte les relations d'autorité, les relations de légitimité, c'est quelque chose qui va plus loin qu'un simple problème d'organisation. Ça va loin dans l'orientation de la société, l'orientation de la civilisation. Et encore une fois, quand je vous disais qu'un des drames du régime bolchevique ou du régime nazi, c'était l'assimilation de l'être humain à une machine et finalement la déshumanisation, nous avons le même risque aujourd'hui avec une informatisation mal conçue, dévoyée et une intelligence artificielle mal comprise. Alors maintenant, tout ça, ça n'est pas pour dire que l'intelligence artificielle, c'est rien du tout, hein. Les réalisations des programmes d'intelligence artificielle en matière d'assistance au diagnostic, en matière de reconnaissance d'images, sont tout à fait réelles et sérieuses, avec des performances qui, dans certains cas, dépassent les performances de l'être humain, tout comme l'ordinateur calcule beaucoup plus vite que nous. Il est tout à fait normal que dans certaines activités, ces performances dépassent les performances humaines. L'assistance que l'informatique peut apporter au diagnostic médical, bon, il y a eu des déceptions, hein. Dans le diagnostic du cancer, on a attendu monts et merveilles d'un logiciel d'IBM, Watson, bon, et on a été déçus. Néanmoins, fondamentalement, effectivement, c'est ce que l'intelligence artificielle fait le mieux. Les programmes d'intelligence artificielle sont en fait des programmes d'analyse discriminante, comme on dit en statistique. C'est-à-dire qu'on les nourrit avec des bases de données qui comportent sur un grand nombre d'individus des symptômes, des attributs qualitatifs ou quantitatifs qui sont autant de symptômes, et on les étiquette avec des diagnostics. Bon. Et une fois réglé et paramétré, ce programme sera capable d'estimer un diagnostic sur un individu dont on lui indique les symptômes. Voilà l'application médicale, hein. Vous paramétrez votre outil sur un ensemble d'individus sur lesquels on connaît à la fois les diagnostics et les symptômes, de telle sorte que le jour où on présente à ce logiciel une personne sur laquelle on a les diagnostics, il pourra estimer le symptôme. Estimer, comme on dit en statistique, c'est-à-dire avec éventuellement un risque d'erreur, mais aussi une probabilité forte d'être exact. Bon, ça marche. Ça marche et c'est une réalité forte et ça marche avec, là encore, tiens, de nouveau des dangers. Parce que si on sait, à partir de l'observation des symptômes, on sait en déduire un diagnostic probable. Imaginez ce que cela peut donner dans les mains du dirigeant paranoïaque d'un régime totalitaire. C'est un des problèmes qui se posent en Chine actuellement, d'ailleurs. À partir du moment où vos données de comportement, ce que vous achetez dans les magasins, hein, avec votre carte bancaire, ce que vous achetez dans les librairies, les livres que vous lisez, tout ça, ce sont autant de symptômes qui permettent d'estimer ce que peut être votre opinion politique. Et donc, si le régime totalitaire en question a décidé de réprimer
de façon massive tous les gens qui sont soupçonnés d'avoir une certaine opinion politique contraire aux orientations du régime, eh bien, vous voyez l'outil de répression fantastique que ça peut donner. C'est l'arme de l'indiscrétion, hein, de l'indiscrétion dangereuse éventuellement. Donc ça, tiens, c'est un autre danger de l'intelligence artificielle que beaucoup d'auteurs analysent et mentionnent. Hein. Tout ça accompagné d'ailleurs de la reconnaissance faciale qui permet d'identifier les personnes dans une foule, etc. Hein. La puissance de l'intelligence artificielle ne doit pas être mise entre les mains de pouvoirs dictatoriaux et totalitaires, mais comment empêcher que ça se fasse, puisque bien sûr si ça existe, ils s'en serviront. Donc c'est un autre des problèmes que ça pose. Alors, vous voyez que si je dis qu'il y a ce danger réel, c'est qu'elle est puissante, effectivement, cette intelligence artificielle. Elle est limitée, elle est bornée, elle ne sait faire que certain nombre de choses précises, mais sur ces choses précises-là, comme je disais tout à l'heure pour le pilote d'avion, elle va plus vite que l'être humain, elle est infiniment plus rapide. D'ailleurs, je termine juste par un exemple. Je fais de temps en temps des petits sudoku, vous savez, ces petits calculs. Bon, c'est même pas du calcul d'ailleurs, c'est des jeux avec des chiffres. Pour résoudre un sudoku, bon, ça me prend un quart d'heure, quoi. J'ai fait un programme pour résoudre les sudoku. Je suis amusé à faire ça. Ça m'a pris 3 jours, faire le programme, le vérifier, le tester, bon, voilà. Corriger mes erreurs, bon, 3 jours. Eh bien, il résout les sudoku en 3 secondes. Alors, psychologiquement, je me suis trouvé dans une situation étrange. À moi, ça me demande 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, pour résoudre un sudoku. Le programme que j'ai mis dans l'ordinateur, lui, il le fait en 3 secondes. C'est moi qui ai fait le programme, hein, mais il le fait en 3 secondes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est mon programme, c'est mon intelligence, et pourtant, ça va beaucoup plus vite. Eh bien, c'est parce que l'ordinateur a mis son processeur au service de ce programme et que ce processeur est une machine à calculer infiniment plus rapide que mon cerveau. Voilà, c'est un petit exemple, tout minuscule, mais quand même intéressant à méditer de ce que peut faire la collaboration entre le cerveau humain et l'ordinateur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Roll. Franchement, on vous a suivi avec vraiment, on vous a écouté d'une manière vraiment très agréable. Et on aurait bien aimé que, on n'a pas vu le temps passer. Hein. Je sais que vous avez un peu dépassé le temps, mais franchement, merci beaucoup. Donc, je pense que nous allons, vu que vous êtes pressé, vous voulez partir, on aurait aimé vous garder encore plus longtemps que ça. On aimerait bien poser quelques questions à M. Vol, compte tenu qu'il va partir. Il ne faut pas couper le micro de M. Vol. Il faut laisser le micro. Merci. On aurait bien aimé de poser des questions à M. Vol avant qu'il parte, si vous avez des questions. Donc, ceux de Facebook, envoyez des messages. Les autres, vous pouvez poser des questions et on vous donne la parole. Merci. Monsieur Vol, peut-être qu'en attendant, si possible, de vous poser… J'ai plein de questions, c'est très intéressant. Moi, je suis biologiste. Je fais des expériences dans mon laboratoire. Des fois, je trouve 1, des fois, je trouve 2, des fois, je trouve 4. Ce n'est pas une science très précise. Pensez-vous qu'un jour, l'intelligence artificielle remplacera l'humain à 100%? Jamais de la vie. Jamais. Merci. Bon, jamais. Ils se compléteront, ils formeront un couple comme un mariage, ou plus exactement, comme un alliage. Vous savez, les alliages, c'est très intéressant. Regardez le bronze. C'est très solide, le bronze. Hein, et une épée en bronze coupe très bien, n'est-ce pas? Bon. Oui. Eh bien, le bronze, c'est l'alliage du cuivre et de l'étain. Et il n'a ni les propriétés du cuivre, ni les propriétés de l'étain. C'est autre chose. Eh bien voilà, l'homme additionné à l'ordinateur, c'est nouveau. C'est autre chose que ce que l'on avait connu avant.
Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il vous plaît. J'attends vos questions. Bon. Apparemment, je ne vois pas de questions. Et encore une fois, merci beaucoup. J'espère qu'on pourra vous Merci. avoir en direct au Maroc ou ailleurs. Merci, Monsieur Vol. Et nous allons Avec enchaîner. plaisir. Oui, Je dis avec plaisir. merci. Monsieur Nassam, il y a une question. Est-ce que l'intelligence artificielle est une opportunité ou une menace? Les deux. Les deux. C'est une opportunité parce que ça marche, c'est efficace dans certaines limites, et c'est une menace parce que ça présente les dangers que j'ai dit. Mais vous savez, la mécanique, au moment où l'économie s'est mécanisée, ça a apporté richesse et puissance aux nations. Ça a été un extraordinaire développement économique. Et en même temps, ça a provoqué des guerres, lors desquelles les machines mécaniques, les chars, les avions, ont fait des ravages. Eh bien, l'informatique et l'intelligence artificielle en particulier, c'est pareil. C'est très puissant. C'est très puissant. Et donc, ça apporte des possibilités immenses et en même temps des dangers immenses. Donc, il faut savoir utiliser les possibilités et se prémunir contre les dangers. Juste un exemple de danger. Le trading de haute fréquence, hein, où les traders font des… Enfin, c'est même pas les traders, c'est les algorithmes font des transactions à toute allure. Ça détruit complètement la finance actuellement. C'est des… Bon, et évidemment, ça procure des profits à ceux qui ont organisé ces activités. Je n'arrive pas à comprendre que ça ne soit pas interdit. Hein. Bon, voilà. C'est un exemple des dangers que comporte ce genre de développement. Oui, il y a encore une question posée, Monsieur Vol. Est-ce que vous avez une idée sur la combinaison de la blockchain et l'intelligence artificielle? Alors, la blockchain, c'est très intéressant aussi. Hein. C'est une autre réalisation informatique. Oui, j'attends beaucoup de choses de la blockchain et j'attends notamment beaucoup de choses des cybermonnaies, hein, des monnaies qui vont utiliser la blockchain. Vous connaissez le projet de la Libra de Facebook. Hein. Il y a également un projet de cyber-yuan, de crypto-yuan par les Chinois. Il y a des projets de dollars, de cyberdollars aussi. Bon, je pense que nous avons derrière ces perspectives qui s'articulent autour de la blockchain. La blockchain sécurise, elle authentifie, elle apporte sécurité aux échanges. Elle permet aussi des échanges de sommes minuscules. Hein. Là, je crois qu'il y a des possibilités économiques énormes. Oui. Nassar. Monsieur Nassar. Oui. Est-ce que je peux poser une question? Ah oui, vas-y, je t'en prie. Oui, je voudrais poser… Merci. Ahmed Roubi, oui. Ahmed Roubi, directeur de laboratoire. C'est Ahmed Roubi, directeur de laboratoire de maths appliquées, de mathématiques, informatique Sciences de l'ingénieur. Et sciences d'ingénieur. La parole est à vous, monsieur Roubi. Merci, monsieur Vol. Je voudrais poser deux petites questions. La première, est-ce qu'il n'y a pas de danger pour la cryptographie? Hein, il n'y a pas de danger de l'intelligence artificielle sur la cryptographie. Et une question un peu sur les mathématiques. Est-ce qu'il y a des applications, bien des recherches, par exemple, à travers l'intelligence artificielle sur des problèmes mathématiques, comme la distribution du nombre premier, etc., des problèmes qui sont classiques. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, oui, tout à fait. Je suis en train de réfléchir à vos questions.
Attendez, je réfléchis encore un peu. Sur la cryptographie, je voulais dire, est-ce que avec la puissance de l'intelligence artificielle, on ne va pas pouvoir casser les algorithmes de cryptage, etc., facilement? Alors, pour la cryptographie, à ma connaissance, ce que l'on attend plutôt, c'est l'arrivée de l'ordinateur quantique qui devrait offrir une puissance qui permettrait de casser les codes qui s'appuient sur les propriétés des très grands nombres premiers plus facilement. Je n'ai pas connaissance que enfin, pour le moment, et tel que je connais les choses, les applications de l'intelligence artificielle portent essentiellement sur ce que j'appelle l'analyse discriminante, c'est-à-dire l'estimation, encore une fois, d'un diagnostic à partir du constat des symptômes. C'est ça qu'elle fait. Donc, c'est assez éloigné de la cryptographie. Alors, en ce qui concerne maintenant les applications mathématiques, à un moment, au début de l'intelligence artificielle, notamment avec le langage Prolog, l'ambition était de produire une intelligence artificielle qui soit capable de démontrer des théorèmes et même éventuellement d'ailleurs de bâtir des axiomatiques nouvelles et d'explorer en quelque sorte l'espace logique qui est celui des mathématiques comme un être humain peut le faire et plus vite et plus efficacement qu'un être humain. Et cette tentative n'a pas réussi. Les résultats ont été décevants. Les programmes informatiques qu'il était nécessaire de composer étaient énormes, mal commodes et leurs promoteurs eux-mêmes ne comprenaient pas très bien comment ça fonctionnait. Donc, il y a eu des échecs dans ce domaine. Alors maintenant, si vous parlez d'une exploration du monde des nombres premiers, hein, de la distribution, mieux connaître la distribution des nombres premiers, j'ai plutôt l'impression que c'est une question de puissance informatique que d'intelligence artificielle à proprement parler. C'est-à-dire que c'est plutôt le terrain des supercalculateurs et qui sont capables de faire un très grand nombre d'opérations et donc d'explorer des domaines de la logique qui nécessitent d'explorer un très grand nombre de cas plus rapidement qu'on a pu le faire dans le passé. Voilà mais quelques éléments de réponse à des questions, mais je ne suis pas sûr de vous avoir répondu complètement quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, une dernière petite question qui vient par Facebook. Comment garder le contrôle de l'intelligence artificielle? Oui, c'est une question très grave. Pardon, c'est vraiment une question de civilisation, ça. Une question de civilisation. Il faut avoir de la maturité, il faut avoir compris les enjeux, hein, et il faut que les sociétés se dotent de l'architecture légale, hein, il faut que le système législatif fasse son œuvre, et il faut aussi que le système judiciaire soit capable de contenir les éventuels excès. C'est tout un monde qu'il faut conquérir et qu'il faut baliser. C'est, comment dirais-je, on en est au b.a.-ba, hein, et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, nos députés n'y connaissent pas grand-chose, à quelques exceptions individuelles près. Nos magistrats non plus, bien sûr, ils ne sont pas formés pour ça, ce sont des juristes. Dans les entreprises, on a tendance à penser que tout ça, c'est de l'informatique et que c'est bon. Et tous ces gens qui n'y connaissent rien croient par contre que l'intelligence artificielle, c'est la singularité de Kurzweil, donc tout à fait autre chose que ce qu'elle est vraiment. Donc voilà, on en est là. Il y a énormément de progrès à faire pour, comme je le disais tout à l'heure à Jawad, utiliser raisonnablement les possibilités qu'elle apporte et contenir les dérives. Voilà. Parfait. Bon, merci beaucoup encore. Est-ce que je peux faire une petite réflexion? D'accord, vas-y. Pour M. Vaud, donc je réitère mes remerciements d'avoir voulu participer à ce webinaire et de nous faire part de votre livre. Donc c'est très intéressant, mais j'ai l'impression que le débat qui est ouvert actuellement autour de l'intelligence artificielle
c'est un débat qui était ouvert, ça fait longtemps. Et le moment où l'intelligence artificielle s'est confrontée aux problèmes éthiques, il y avait un arrêt de financement au niveau recherche. Donc, avec le développement de l'Internet, du big data, des performances des microprocesseurs, et surtout quand le numéro 1 mondial, Kasparov, a été battu en 1997 par la machine, c'est là où ça a été repris et on a dit, voilà, peut-être que l'intelligence artificielle va faire mieux que l'homme. Quoique, on ne peut pas remplacer l'émotion de l'homme, on ne peut pas remplacer l'affection, on ne peut pas remplacer un certain nombre de valeurs humaines par la machine. Et Kasparov, je pense qu'il a bien répondu quand il a dit « J'ai compris que ma défaite était d'abord une victoire pour le genre humain. » Pour le genre humain. Ça veut dire que c'est l'homme qui a fabriqué la machine, c'est lui qui lui a donné les consignes pour faire tout ça, c'est le technicien, l'informaticien qui a fait l'algorithme, et c'est à lui d'avoir le pouvoir sur la machine pour l'orienter là où on veut, soit vers le bienfait, soit vers le malfait. Et je pense que on doit, politiciens, académiciens et tout le monde, orienter vers tout ce qui va être vers l'amélioration de la vie humaine et pas pour la destruction. Voilà. Bien, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. D'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, merci. Merci, Monsieur Vol, merci beaucoup.